Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de sociologie de deuxième année intitulé Âge de la vie, génération et trajectoire sociale. Pour ce premier cours, nous allons nous intéresser plutôt à une présentation générale de ce cours autour d'une introduction générale. Comme son intitulé l'indique, ce cours s'intéresse aux âges de la vie, aux générations et aux trajectoires sociales, et ce, d'un point de vue sociologique. Cette intention ouvre d'emblée sur trois idées fondamentales qu'il faut énoncer comme une sorte de préambule à la réflexion dans le cadre de ce cours. Premièrement, s'intéresser sociologiquement au sujet des âges de la vie, des générations et des trajectoires sociales, c'est introduire dans le raisonnement sociologique la flèche du temps ou encore la perspective temporelle. Mais c'est aussi se questionner sur de grandes évidences sociales, et c'est enfin découvrir que nous avons affaire à un des grands opérateurs de classement social, et ainsi se rappeler que la vie en société fait toujours l'objet d'une certaine organisation sociale. Pour ce premier cours introductif, nous allons donc principalement développer ces trois idées pour, à la suite, s'aider de différents auteurs pour essayer de clarifier les termes qu'on emploie de leurs différentes philosophies sociales. Le plan que nous proposons de suivre donc pour ce cours introductif s'organise autour de 4 points. Premièrement, la perspective temporelle. Deuxièmement, les grandes évidences sociales. Troisièmement, l'opérateur de classement social. Et enfin, nous ferons remarquer que les catégories d'âge, de génération et de trajectoire sociale sont des catégories de classement du sens commun, mais également étatiques et enfin savantes. Premier point donc, la perspective temporelle. S'intéresser sociologiquement au sujet des âges de la vie, des générations, des trajectoires sociales, c'est introduire dans le raisonnement sociologique la flèche du temps, soit encore la perspective temporelle. Et en effet, c'est le temps qui passe qui se trouve désigné dans le découpage par classe d'âge, c'est ce même temps qui passe qui vient marquer la différence entre les générations, et c'est encore de temps qui s'écoule dont il s'agit dans les trajectoires sociales. Aussi, pour ce premier point, nous allons montrer, dans un premier temps, qu'on retrouve cette perspective temporelle dans le raisonnement sociologique, mais aussi dans le raisonnement démographique, pour ensuite montrer que le temps a fait l'objet, sociologiquement, d'un champ de recherche en tant que tel. On retrouve cette perspective temporelle dans le raisonnement sociologique lui-même. En effet, pour rendre compte d'un phénomène, on peut le faire d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire sans prendre en compte le temps et donc le changement, en s'intéressant donc particulièrement au fonctionnement même du phénomène. Mais on peut rendre compte aussi d'un phénomène d'un autre point de vue qui cette fois sera qualifié de diachronique, c'est-à-dire qui prendra en compte la perspective temporelle. Et de ce point de vue, diachronique donc, il s'agit de se questionner sur le changement d'un phénomène, par exemple, dans le cadre de travaux, d'études dites longitudinales. Une étude longitudinale est donc une étude qui résulte du suivi d'une population ou d'un phénomène dans le temps en fonction d'un événement de départ. L'objectif de la recherche longitudinale est de cartographier un développement sur une période spécifique. Une comparaison peut être faite entre la mesure du début et de fin d'un phénomène particulier. Ainsi, l'étude longitudinale s'oppose conceptuellement à l'étude transversale qui s'intéresse à un phénomène à un instant T. Ainsi, le temps est un critère déterminant pour observer un phénomène dans le cadre d'une étude longitudinale selon les conditions suivantes. Les données recueillies portent sur au moins 2 périodes distinctes et les sujets sont identiques ou au moins comparables d'une période à l'autre. Alors à ce sujet, on peut prendre un exemple d'enquête longitudinale, un exemple qui est issu plutôt de la sociologie urbaine, assez classique, et qui est la publication d'un ouvrage par Robert Lint et son épouse, qui s'appelle Middletown, A Study in American Culture. Et dans ce travail, il s'agit d'étudier une ville moyenne, en l'occurrence de l'Indiana, à un moment T de son histoire. Une première publication de ce travail sera proposée en 1929. Et pour cette première publication, le travail de terrain s'est déroulé de janvier 24 à juin 25, c'est-à-dire avant la crise de 1929. En 1937, le couple Lind retournera sur le terrain
et publiera une seconde étude sur cette même ville. Cette fois, l'enquête est effectuée en 1935, soit 10 ans après la première, et elle couvre donc la période de la crise et de l'après-crise. Ainsi, ce travail, plutôt monographique, montre ou cherche à montrer l'Amérique comme un milieu culturel original, précisément en empruntant cette perspective longitudinale. Mais la majorité des enquêtes réalisées et exploitées en sciences sociales, indépendamment de l'exemple que l'on vient de citer, sont des enquêtes plutôt ponctuelles que l'on nomme transversales ou encore des enquêtes en coupe. Ces enquêtes interrogent des individus sur leurs caractéristiques, leurs opinions, leurs attitudes à une date T bien précise. Toutefois, la quasi-totalité des phénomènes étudiés en sociologie se caractérisent par une dimension temporelle et peuvent donc faire l'objet d'une enquête longitudinale. C'est explicitement le cas quand on s'intéresse aux histoires de vie, par exemple, des uns et des autres, ou encore au suivi médical dans le cadre de recherches épidémiologiques, mais c'est aussi le cas pour d'autres phénomènes comme la mobilité géographique ou professionnelle. Dans tous les cas, pour distinguer ces deux perspectives, synchronique et diachronique, souvent est empruntée la métaphore suivante. La photographie est associée à la perspective synchronique et donc aux études transversales, tandis que l'image du film est plutôt mobilisée pour illustrer la perspective diachronique et donc les études longitudinales. Dans la mesure où l'analyse du changement social se trouve au cœur de la sociologie, on peut dire, en reprenant les remarques de Sorokin et de Merton en 1937, que le temps est un élément de connaissance à la fois empirique et théorique. Dans le raisonnement démographique, on trouve également la perspective temporelle. Mais rappelons ce qu'est la démographie. La démographie est l'étude quantitative des populations et de leur dynamique à partir de caractéristiques telles que la natalité, la fécondité, la mortalité ou encore la nuptialité. La tâche des démographes consiste à analyser les variations de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace en fonction des milieux socio-économiques et culturels. Pour expliquer les phénomènes démographiques, les démographes puisent bien souvent dans les disciplines telles que la sociologie, l'histoire ou encore l'économie pour que leurs interprétations soient les plus justes possibles. La démographie dépasse donc largement le cadre de l'analyse statistique et permet d'étudier les phénomènes affectant les populations dans une perspective globale. En démographie, le raisonnement par âge ou par génération semble assez spontané, naturel, évidente. Ils en font une variable mathématique, numérique, quantitative, et se questionnent par exemple sur la dépendance ou l'indépendance d'un phénomène à l'égard de la variable âge. Par exemple, tels comportements observables sont-ils dépendants de l'âge des acteurs sociaux concernés ? Le temps, la perspective temporelle, a fait l'objet d'une préoccupation de la sociologie en tant que telle et donné lieu à ce qu'on nomme la sociologie du temps, soit un champ de recherche exclusivement dédié à cette question. Le sociologue français qui a initié ce mouvement s'appelle Maurice Holbach, 1877-1945, qui est un sociologue français, contemporain de Durkheim, qui fut professeur aux universités de Caen, Strasbourg et Paris, et qui termina sa carrière au Collège de France. Sa production sociologique est très largement marquée par l'influence de Durkheim, à qui il emprunte un certain nombre de thèmes et de concepts, par exemple le thème du suicide, ou encore le concept de morphologie sociale. Ce qui nous intéresse ici, dans l'œuvre de Maurice Holbach, c'est essentiellement son travail sur la mémoire collective. Et en effet, ce travail sur la mémoire collective est à comprendre au regard de sa lecture de la sociologie de Durkheim, en l'occurrence l'idée de conscience collective. Pour Maurice Holbach, cette conscience collective, cette conscience sociale, se manifeste par l'existence d'une mémoire collective, laquelle obéit à des règles qui lui sont propres. La mémoire individuelle existe, mais elle est enracinée dans des cadres sociaux, et seule la mémoire collective, propre à chaque groupe social, est une mémoire, selon Holbach, créatrice. Un petit peu plus tard, mais toujours en France, un autre sociologue, William Grossin,
2005, va proposer des travaux fondateurs qui montrent comment le temps structure les comportements collectifs et individuels, ou pour prendre une formule déjà énoncée précédemment, il va montrer comment le temps est un élément de connaissance à la fois empirique, puisqu'on constate des temporalités différentes selon les lieux et les milieux, mais aussi un élément de connaissance théorique incontournable, puisque le temps est produit par la vie en société elle-même, structure nos comportements collectifs et individuels. Plus précisément, William Grossin publie en 1996 un ouvrage fondamental qui va poser les jalons d'une sociologie du temps. Son ouvrage porte le titre « Pour une science du temps, introduction à l'écologie temporelle ». Alors, cet ouvrage est particulièrement important et précieux comme instrument de travail, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dans cet ouvrage, William Grossin propose un arsenal de concepts, c'est-à-dire d'outils pour réfléchir, qui sont définis avec rigueur. Pour prendre un exemple, le concept de milieu temporel, de régime temporel, de culture temporelle, ou encore de cadre socio-temporel. Voilà la première raison. Deuxième raison, c'est que William Grossin défend et illustre la thèse de la coexistence d'une pluralité de temps sociaux qui seraient construits par les institutions et lesquels imposeraient des cadres temporels aux individus. Et dernière idée, cet ouvrage est important parce qu'il propose un modèle des interactions entre les temporalités, ce qui permet d'avancer une thèse d'une plus grande flexibilité temporelle des activités personnelles, programmées mais libres, lorsque précisément se desserrent les contraintes des temps sociaux et que se répandent les aspirations et revendications de la qualité de vie. Enfin, on soulignera que dans cet ouvrage, il y a un apport, là encore, tout à fait intéressant de la part de William Grossin, et ce qui est sans doute une originalité, qui est ce qu'il nomme la notion d'équation temporelle personnelle, et qui est destinée à désigner l'organisation et l'horizon spécifique des temporalités agencées par une personne singulière. On n'en dira pas plus sur cet ouvrage, mais on remarque bien l'importance de cette publication. Outre William Grossin, on trouve chez d'autres sociologues des préoccupations relatives au temps, mais jamais l'intention de fonder une sociologie du ou des temps sociaux. Pour exemple, on peut citer les réflexions de Pierre Bourdieu, 1930-2002, puisqu'on trouve ça et là dans ses différentes publications des préoccupations relatives au temps, par exemple dans un ouvrage daté de 1972 et qui porte le titre « L'esquisse d'une théorie de la pratique ». Enfin, on peut retrouver une préoccupation relative au temps chez un autre sociologue allemand, cette fois, Norbert Elias, 1897-1990, puisqu'il publie en 1996, en français en tous les cas, une monographie qui portera le titre suivant « Du temps ». Et dans cette publication, le temps social est abordé comme une institution qui permet la synchronisation des actions collectives, précisément grâce aux différents outils qui permettent de le mesurer ou le scander, comme par exemple des outils comme le calendrier ou encore l'horloge. Deuxième point, les grandes évidences sociales. S'intéresser sociologiquement au sujet des âges de la vie, des générations et des trajectoires sociales, c'est se questionner sur une des grandes évidences sociales. Et sur ce point, on s'appuie sur les réflexions de Pierre-Jean Simon qu'il propose dans une publication de 2006 intitulée « Pour une sociologie des relations interethniques et des minorités », particulièrement le chapitre 3. En effet, parler des âges de la vie, des générations notamment, c'est parler de choses qui font partie des expériences de tous et de chacun dans la vie de tous les jours, et par conséquent, ce sont des massives évidences sociales, puisque au quotidien, on est amené à décliner son identité, laquelle passe aussi par l'âge, si bien que personne ne prête véritablement attention à ce genre de choses. Mais précisément, faire de la sociologie, c'est très souvent s'occuper de massives évidences sociales.
Et c'est dans bien des cas non pas tellement chercher à voir ce que personne ne pourrait voir parce que ce serait caché, enfoui, dissimulé au regard et à l'entendement, mais c'est voir autrement, avec un autre regard, ce qui est précisément en pleine lumière, étalé aux yeux de tous. La démarche sociologique, c'est d'abord cela, la conversion du regard. Et peut-être la sociologie est-elle fondamentalement ce regard différent porté sur le monde social auquel nous appartenons, en cessant précisément de le considérer comme évident, comme allant de soi. Se faire sociologue, c'est donc se faire comme s'était fait Montesquieu quand il écrit les lettres persanes, le persan étonné de ce qui n'étonne personne, tellement cela semble normal, parce que nous y sommes habitués, accoutumés. Les lettres persanes est un roman épistolaire de Montesquieu qui rassemble la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans et leurs amis respectifs restés en Perse. Leur séjour à l'étranger va durer 9 ans. Ce qu'il faut retenir de ce roman, c'est l'idée que se faire le persan étonné de ce qui n'étonne personne, tant cela semble normal, parce que l'on y a accoutumé, c'est apercevoir précisément l'étrangeté, la singularité de ce qui est pour les acteurs sociaux ordinaires, dans une société donnée, la normalité. Se faire le persan étonné, c'est adopter par rapport à sa propre société, à sa propre culture, jusque dans ce qu'elle a de plus quotidien, une attitude exotique, c'est-à-dire se placer délibérément dans cette perspective d'un exotisme généralisé. Ce qui amène à se poser des questions sur ce qui est tellement banal, tellement ordinaire, tellement évident que l'on ne songe pas à y réfléchir. Au fond, tout ce milieu social qui nous entoure et dont nous faisons intimement partie, avec ses règles, ses normes, ses coutumes, ses croyances, ses façons de sentir, etc., et qui sont, au fond, comme l'air que nous respirons, ou pour prendre une autre image, comme l'eau dans laquelle se meuvent les poissons, et, de fait, dans ce milieu social, nous évoluons la plupart du temps comme des poissons dans l'eau, sans y faire particulièrement attention. Pour s'apercevoir que ce milieu, le nôtre, n'est en réalité pas si normal que cela, pas si évident, pas si naturel qu'on le croit, il faut, entre guillemets, sortir du bocal, c'est-à-dire de sa société, et être confronté à une autre culture. La démarche sociologique consiste ainsi dans bien des cas à s'appliquer à découvrir dans sa propre société ce qui n'est caché que parce que trop évident, invisible parce que trop visible, opaque parce qu'en pleine lumière. Ce qui est dissimulé par son évidence même et sa banalité, soit au fond, ce que Pierre Bourdieu et d'autres avec lui ont pu appeler, en s'inspirant de la nouvelle d'Edgar Poe, La lettre volée, le paradigme de la lettre volée. Que retenir de cette nouvelle d'Edgar Poe? C'est que la vérité n'est pas toujours dans un puits, qu'elle est souvent à la surface des choses, et pour l'apercevoir, c'est beaucoup moins de savantes techniques d'investigation, d'une sophistication de la méthodologie dont on a besoin, que d'une opération intellectuelle qui nous amène à modifier notre représentation des choses. Les grandes évidences de l'ordre social, ces faits si bien connus de tout le monde, et justement parce qu'ils sont si bien connus, ne sont de la sorte peut-être pas aussi faciles qu'on pourrait le penser, d'abord à découvrir tout simplement, à bien percevoir, et moins encore à bien analyser. Ce relevé des évidences sociales recoupe ce qui est nommé en sociologie le sens commun. Le sens commun, sans trop entrer dans le détail, parce qu'il nous faudrait quasiment plusieurs séances pour développer cette notion, renvoie à un ensemble de prénotions, de préjugés, de connaissances scientifiques ou non, de croyances liées à l'expérience personnelle et qui est partagé par le plus grand nombre. Et ce sens commun, il joue un rôle essentiel dans les activités sociales, puisque c'est lui qui permet aux personnes d'orienter leur conduite les unes vis-à-vis des autres. Troisième point, opérateur de classement social. En effet, s'intéresser sociologiquement au sujet des âges de la vie, des générations notamment, c'est découvrir que nous avons affaire à un des grands opérateurs de classement social. Quand on s'intéresse sociologiquement à ces évidences que sont l'âge, les générations par exemple, on se rend compte que ce sont des termes qui participent à produire un ordre social. Qu'est-ce à dire ?
Eh bien, on part de ce fait premier que toute société est plus ou moins, mais toujours à quelques degrés, inégalitaire. Autrement dit, toute société, quelle qu'elle soit, présente un ordre social plus ou moins inégalitaire. Il s'agit ici bien sûr des sociétés réelles, c'est-à-dire que ça n'est que dans les sociétés utopiques, des rêveries, qu'on pourra trouver un ordre social parfaitement égalitaire. En toute société, donc, est imposé un ordre social qui est d'abord un ordre des classements sociaux, c'est-à-dire un ordre des classements entre les membres de cette collectivité qui implique un accès plus ou moins inégal au prestige, au pouvoir, aux richesses. Et cet ordre résulte précisément d'une opération que Pierre-Jean Simon nomme en l'occurrence un processus de différenciation et de hiérarchisation. C'est cette opération, ce processus de différenciation et de hiérarchisation qui génère un ordre social spécifique. Par cette expression un peu lourde de processus de différenciation et de hiérarchisation sociale, il s'agit de mettre l'accent sur le fait que l'on n'a pas affaire ici à des phénomènes statiques, figés une bonne fois pour toutes, mais qu'il s'agit bien de phénomènes dynamiques. Les différences et les hiérarchies sociales, les inégalités, les classements sociaux ne sont en effet pas donnés une bonne fois pour toutes, comme s'il s'agissait d'invariants de la condition humaine, ou comme si, par conséquent, l'ordre social n'était pas un ordre produit et établi par les êtres humains eux-mêmes. Et c'est ici un point tout à fait essentiel, un point qui touche à la perspective sociologique elle-même, à la pensée sociologique même, soutient Pierre-Jean Simon toujours dans cet ouvrage que nous venons de citer, puisque l'ordre social, c'est-à-dire l'ordre des classements sociaux, ne prend pas ses principes en dehors du social. Et comme tel, ce n'est donc pas un ordre immuable. Les différences, autrement dit, et les hiérarchies entre ces différences ne sont pas fixées de toute éternité. Ainsi, les classements sociaux, tels que les appréhendent les sociologues, réalisent au fond toujours des équilibres à un moment donné, dans une société donnée. Et s'agissant d'équilibre, ça veut dire qu'ils sont susceptibles d'être menacés d'instabilité ou de rupture, ne serait-ce que par les contestations qui viennent bien souvent et tout le temps des mal classés. Comment se font ces classements sociaux ? Il semble que l'on puisse assez facilement distinguer 4 grands modes de classement, 4 modes principaux selon lesquels s'opère précisément processus de différenciation et d'hiérarchisation sociale, soit selon l'âge, selon le sexe, selon l'origine et l'appartenance ethnique, culturelle ou nationale, selon la place ou la fonction occupée dans le processus de production des richesses. Disons ici seulement quelques mots sur la catégorie d'âge. L'âge fait l'objet d'un processus de différenciation et d'hiérarchisation donnant lieu à des classements sociaux opérés entre les membres de cette collectivité selon les grandes phases précisément successives de la vie, autrement dit, de la petite enfance à la grande vieillesse. Ces classes d'âge se retrouvent dans toutes les sociétés, qui distinguent au moins 3 ensembles collectifs correspondant aux 3 grands stades de la vie qu'est l'enfance, l'adulte et la vie de personnes âgées. Il faut prendre garde cependant que ces catégories, si elles reposent certes sur des données chronologiques et biologiques, sont aussi largement sociales. Les découpages en effet entre les âges ne sont pas partout et toujours identiques. Les sociétés contemporaines se caractérisent précisément par un aspect qui est celui d'une multiplication des classes d'âge, ou comme on dit plus communément, des générations, puisqu'à l'enfance, à l'âge adulte et à la vieillesse, on a vu successivement s'ajouter de nouvelles catégories, l'adolescence par exemple, puis la jeunesse, puis plus tard, de façon plus récente donc, concernant l'autre extrémité de l'âge, c'est-à-dire la vieillesse, on a vu apparaître de nouvelles catégories d'âge, le 3e âge, ou encore le 4e âge. Se référant donc
à ces 4 grands modes de classement sociaux, on peut parler de 4 sortes de classes au fond, de classes d'âge, de classes sexuelles, de classes ethniques ou raciales, ou encore de classes sociales concernant la place occupée dans le processus de production des richesses. On voit que l'on a affaire là, avec ces 4 grands modes de différenciation et d'hiérarchisation sociale, directement à l'ordre social qui fixe la place de chaque individu en fonction des ensembles collectifs auxquels il appartient. Si bien que du fait de son âge, du fait de son sexe, du fait de son origine et de son appartenance culturelle ou nationale, du fait de la place dans le processus de production, chacun serait, par exemple, en France, selon les moments de sa vie, un enfant, un adolescent, un jeune, un adulte, une personne âgée, un homme ou une femme, un blanc, un noir, un jaune, que sais-je encore, un bourgeois, un néo-bourgeois, un petit bourgeois, un ouvrier, un paysan. Quatrième point, des catégories de classement du sens commun, étatique et savante. On s'appuie ici sur une publication de Gérard Boger en 2015, intitulée Âge et génération. Gérard Boger est un sociologue français, directeur de recherche émérite au CNRS, qui a travaillé entre autres sur les questions relatives à la jeunesse, la déviance, mais aussi les pratiques culturelles ou encore les intellectuels. Dans cet ouvrage, l'auteur fait d'emblée remarquer que les notions d'âge et de génération rappellent la nécessité pour toute société de sa propre reproduction simple, c'est-à-dire de la reproduction de ses propres fondements, c'est-à-dire, plus précisément encore, sa reproduction biologique, mais aussi la production de la quantité de biens nécessaires à sa subsistance et, indissociablement, la reproduction des structures sociales où elles s'opèrent. Aussi, ces notions d'âge et de génération sont utilisées autant dans les sciences de la vie que dans les sciences sociales ou encore les sciences humaines. Si bien que ces notions sont chargées de multiples connotations qui génèrent une ambiguïté, si ce n'est une confusion dans leur usage. Il nous faut donc, soutient Gérard Boger, nettoyer les mots ou en tous les cas clarifier ces notions afin d'y voir plus clair. Et pour ce faire, nous dit-il, on peut distinguer 3 types de registres, de classements, 3 types de registres dans lesquels on trouve ces notions, soit le classement cognitif ordinaire, d'une part, d'autre part les classements étatiques et médiatiques, et enfin les classements savants. Autrement dit, ces notions d'âge et de génération relèvent à la fois du sens commun, du lexique de la vie politique et médiatique, mais aussi du vocabulaire des sciences, à la fois de la vie, des sciences de l'homme et des sciences sociales. Ainsi, on peut citer un propos que l'on trouve dans un ouvrage important pour la formation en sociologie, qui s'appelle Le métier de sociologue, qui est publié en 1968 par Pierre Bourdieu, Chamboredon et Passeron. Et vers les pages 43, on peut lire ceci. Le langage ordinaire, qui, parce que ordinaire, passe inaperçu, enferme dans son vocabulaire et sa syntaxe toute une philosophie pétrifiée du social, toujours prête à ressurgir des mots communs que le sociologue utilise inévitablement. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant sur les mots que l'on emploie. Il faut donc veiller à se débarrasser, d'une certaine manière, autant que possible, de ces philosophies pétrifiées du social que l'on trouve dans les mots. Des catégories du sens commun. L'âge, en effet, est un critère de classement habituel dans le travail de repérage que chacun fait dans la vie ordinaire. Qu'il s'agisse de classer des individus dans des groupes ou de distinguer des séquences dans le cours de l'existence, les âges de la vie, écrit par exemple Philippe Ariès, correspondent à des notions si connues, si répétées, si usuelles, qu'elles sont passées du domaine de la science à celui de l'expérience commune. En effet, bien que leur nombre varie selon les sociétés, la délimitation de séquences dans le cours de l'existence est celle, corollaire, de groupes constitués en fonction de l'âge. Et ça se vérifie en tout temps et en tout lieu. Pour le lambda, donc, le monsieur tout le monde, l'existence se décompose en quelques phases qui permettent de regrouper tous ceux que leur date de naissance situe
entre des limites inférieures et supérieures et qui les distinguent de tous les autres. Mais se loge dans cette évidence de Monsieur Tout-le-Monde une représentation qu'on peut dire naturaliste, physiologique du cours de la vie, autrement dit qui rapporte l'âge à un donné physiologique et biologique strict. Si on regarde du côté des notices des dictionnaires classiques, comme le Robert ou le Littré par exemple, on cerne également les significations ordinaires attachées aux notions d'âge et de génération. Concernant l'âge, ces notices mettent en évidence 3 types de significations. Premièrement, l'âge, c'est d'abord le temps écoulé depuis qu'un homme est en vie. Deuxièmement, l'âge peut aussi désigner des seuils juridiques. Par exemple, on parle d'âge légal, c'est-à-dire d'âge prescrit par la loi pour avoir certaines capacités ou pour avoir accès à certaines choses. Troisièmement, l'âge désigne aussi la période de la vie allant approximativement de tel âge à tel âge. Concernant la notion de génération, elle désigne, là encore, selon un dictionnaire de la langue française classique comme le Robert, l'action d'engendrer, ça désigne donc l'idée de genèse et aussi l'idée de reproduction au sens biologique et au sens figuré du terme. On parle également de génération familiale, ce qui représente un degré dans la filiation, mais on parle aussi de génération sociale, et dans ce cas-là, nous dit le Littré, cela désigne un ensemble d'hommes qui vivent dans le même temps et qui sont à peu près du même âge. L'âge est aussi une catégorie du travail étatique de classement des sujets ou des citoyens. Et à ce propos, Gérard Mauger parle de police des âges en se référant à l'ouvrage de Annick Percheron et René Raymond qui publie en 1991 Âge et politique. Et dans cet ouvrage, les auteurs empruntent cette expression police des âges. Que faut-il entendre par ce terme ? Eh bien, il faut entendre l'idée d'une invention des âges de la vie comme étant le produit de multiples tentatives pour gérer, juguler la société en distinguant des groupes que l'on peut recenser, que l'on peut classer sur la base d'un critère apparemment simple, objectif et neutre, l'âge biologique. Mais pour que cette police des âges puisse se mettre en place, il a fallu inventer une mesure du temps, par exemple l'horloge, le calendrier, on l'a déjà cité, mais ici, plus précisément, c'est l'invention de l'état civil qui, entre autres, va avoir comme fonction d'enregistrer les naissances. Et précisément, cet enregistrement des naissances pose finalement que l'année de naissance, désignée par son millésime, devient l'unité élémentaire, le cadre de rangement des individus. On peut noter aussi que l'organisation de la vie politique contribue aussi à la définition de seuils et de classes d'âge, puisqu'on parle par exemple de majorité électorale. Mais on peut aussi noter des réglementations successives qui viennent définir les limites d'âge pour l'entrée dans la vie active, par exemple autour de l'interdiction du travail des enfants et la cessation d'activité autour de la question des retraites et des pré-retraites. De même, l'institution judiciaire a délimité, avec la majorité juridique, une frontière nette qui est régulièrement remise en cause, mais une frontière nette entre 2 types de justice, celle des mineurs et celle des majeurs. Ainsi, on parle d'une police des âges d'un point de vue sociologique pour montrer qu'elle s'est progressivement mise en place pour baliser des seuils au cours des existences individuelles et organiser ainsi une structuration par âge de la population. Ainsi, le constat de ces définitions et redéfinitions successives des âges, particulièrement au fil du temps, eh bien, indique d'une certaine manière que l'on a affaire à un enjeu, et un enjeu de lutte sociale, en particulier, nous disent les sociologues, des rapports de force entre les générations. Les notions d'âge et de génération sont aussi des catégories de classement usuelles dans les champs médiatiques. Ainsi, les groupes d'âge et les générations, et en particulier les jeunes, ont été particulièrement investis
dans les médias. Et en effet, l'histoire contemporaine de ces discours médiatiques sur la jeunesse semble être animée par ce que certains appellent un mouvement pendulaire, c'est-à-dire tantôt présentant un intérêt et tantôt n'en parlant pas du tout de cette jeunesse. Dans tous les cas, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que selon les époques, il y a différentes façons de parler de la jeunesse. Par exemple, au cours des années 60, c'est la figure du blouson noir qui occupe en France le devant de la scène médiatique. Après mai et juin 68, c'est celle de l'étudiant gauchiste qui prend l'ascendant, puis celle du hippie qui va venir lui succéder. À la suite apparaît l'image du loupard, proche parent du blouson noir. Et dans cette perspective, on voit apparaître de nouveaux discours sur la jeunesse qui semblent signaler une crise dans la reproduction des structures sociales. Par exemple, à l'école, pour la période contemporaine, on constate des phénomènes d'inflation, de dévaluation des titres scolaires, mais aussi des désajustements et des réajustements entre les titres et les postes. Et ce constat-là serait au principe d'une crise, une crise latente, mais tantôt manifeste et tantôt invisible, qui précisément s'exprime dans des mouvements étudiants ou lycéens. Par exemple encore, la question de la délinquance juvénile considérée comme endémique, qui est aujourd'hui amplifiée par les questions relatives au chômage de masse, à la précarisation des jeunes diplômés de l'enseignement professionnel et aussi des jeunes sans qualification. On notera aussi par ailleurs que l'usage médiatique de ces notions d'âge et de génération présente un problème, en tous les cas pour le sociologue, c'est que ces discours médiatiques sur les jeunes particulièrement occultent les écarts de conditions concrètes de vie entre les uns et les autres qui présentent le même âge et substituent d'une certaine manière la question des luttes des classes par celle du conflit de génération. Ajoutons à ça que depuis les années 2000, il y a une thématique qui devient récurrente dans les médias et qui est celle du déclassement des nouvelles générations. Mais si on suit certains sociologues, on se rend compte que cette question du déclassement est déjà présente dans les générations nées au tournant des années 60, qui sont confrontées aux effets prolongés de la crise économique, qui font face à une dégradation de leur perspective de mobilité sociale, alors que leur niveau d'éducation ne cesse d'augmenter. Il y a donc un décalage, et de ce décalage va naître un sentiment de frustration qui va avoir des conséquences sur l'expérience précisément de ce qu'on nomme les déclassés. Et effectivement, cette thématique du déclassement a pris d'une certaine manière un tour officiel à partir des années 2007-2010 avec des publications de rapports officiels qui traitent de cette question. Et puis enfin, on peut aussi faire remarquer que cette thématique du déclassement a trouvé un écho médiatique particulièrement important avec une avalanche de publications de titres à succès qui portent précisément sur cette question du déclassement. Les catégories d'âge particulièrement, mais aussi de génération, figurent enfin dans la boîte à outils conceptuelle de différentes disciplines, des sciences de la vie aux sciences sociales en passant par les sciences de l'homme. On en citera ici seulement quelques-unes, en insistant sur la psychologie, la démographie, l'histoire et l'anthropologie. Si la biologie s'intéresse aux étapes du développement et du vieillissement physiologique, la psychologie étudie le développement humain à partir du développement de la personnalité. Et l'idée que ce développement de la personnalité se poursuit au-delà de l'enfance et de l'adolescence et durant toute la vie adulte, ça c'est une idée qui date en psychologie des années 50. Ainsi, plusieurs théories du développement de l'adulte ont proposé un découpage de l'existence selon des séquences d'âge plus ou moins délimitées. Et l'une des pionnières en ce domaine, c'est une psychologue allemande qui se nomme Charlotte Bühler, 1893-1974. Elle dégage, après l'enfance, 4 phases de la vie adulte: la jeunesse, première et deuxième maturité, et la vieillesse. Chaque stade, pour elle, est marqué par différents niveaux de réalisation
des objectifs fondamentaux de l'existence, et ces objectifs orientent le sens de l'existence et sa cohérence interne. Les étapes, les phases sont liées entre elles et sont indépendantes. Elles s'enchaînent dans un mouvement d'ensemble qui, selon l'auteur, décrit la dynamique de l'existence individuelle. Cette approche de Charlotte Bühler, cette approche du cycle de vie, est qualifiée de psychodynamique et est désormais commune à toutes les théories psychologiques sur le sujet. À ce propos, on peut insister sur les travaux d'Erik Erikson, psychologue et psychanalyste germano-américain, 1902-1994, et particulièrement on peut insister sur ses réflexions relatives au cycle de vie qu'il propose à partir du modèle freudien de développement psychosexuel de l'enfant. Erikson définit donc des étapes de développement de l'adulte en faisant intervenir l'interaction avec l'environnement social. Et ces étapes sont celles de la croissance humaine qui se réalise progressivement dans la résolution de conflits internes et externes. Autrement dit, pour Erikson, des crises successives marquent le passage d'une étape à une autre de la personnalité, et chacun doit y faire face en réaménageant, ou plutôt en réémergeant, de chaque crise avec le sentiment renforcé de l'unité interne, si bien que l'idée de croissance, au fond ici, vient du principe selon lequel tout être vivant grandit en vertu d'un plan fondamental dont émergent les différentes parties jusqu'à ce qu'elles soient capables de fonctionner comme un tout. Et à partir de là, le développement de la personnalité en est déduit, on va dire, par analogie. Ainsi donc, pour Erikson, le développement de la personnalité répond à un processus de développement de crise en crise, avec enrichissement à chaque solution de la crise jusqu'à l'intégrité finale, fruit des résolutions antérieures. Chaque étape a donc pour enjeu la réalisation de soi qui s'accomplit dans la réussite des relations à autrui à travers les rôles sociaux. Erikson, peut-on dire, adopte ainsi une perspective d'auto-réalisation de la personne, chaque crise étant un nouveau défi. À partir de là, il peut donc formaliser assez clairement différentes étapes de la vie qu'il propose autour de 8 étapes. Première étape, la petite enfance qui renvoie à l'idée d'espoir, de confiance en soi ou de méfiance. Deuxième étape, l'enfance qui correspond à la période de la volonté, de la construction de l'autonomie ou du doute. Troisième étape, ce qu'Erikson nomme l'âge du jeu, J-E-U, et qui renvoie à l'idée d'initiative ou encore de culture de culpabilité. Quatrième phase, l'âge scolaire, qui renvoie à l'idée de compétence, de travail. Cinquième étape, celle de l'adolescence, qui est le moment, selon lui, de la production de l'identité et de la fidélité. Sixième étape, le jeune adulte qui va construire une intimité. Septième étape, l'étape de la maturité, l'étape durant laquelle on est capable d'engendrer, et étape durant laquelle on développe le souci de l'autre. Et puis enfin, la vieillesse qui renvoie à l'idée de sagesse et d'intégrité ou, à l'inverse, de désespoir. Donc pour Erikson, ces étapes représentent le déroulement normal qui se rapporte à une résolution heureuse de crise qui doit conduire la personne à être capable d'établir des relations d'intimité, des relations sociales, etc., etc. La critique que l'on peut se faire de ce modèle proposé par Erikson, c'est à peu près la suivante. Ce modèle présente un intérêt, celui précisément d'essayer de théoriser la notion de crise et la notion de crise qui se résout. Mais par ailleurs, ce modèle reste tout à fait normatif, comme on s'en rend compte, et surtout, il ne rend pas compte non plus de la diversité des existences sociales. À la suite des travaux d'Erikson, d'autres modèles suivront, et leur intérêt réside non pas dans la délimitation d'étapes de la vie ou délimitation d'un cycle de vie, mais plutôt dans la mise en évidence de l'idée de crise, de l'idée de changement au cours de la vie, de l'idée de l'orientation de ces changements et de leur signification.
D'ailleurs, ces travaux, avec cette idée de changement de crise, sera particulièrement reprise par les sociologues qui s'intéressent à l'adolescence, laquelle sera très souvent appréhendée comme une période de crise, notamment, comme on l'a dit, en sociologie de la jeunesse. Les démographes ont formalisé les définitions étatiques des notions d'âge et de génération pour en faire des variables quantifiables. Ils donnent ainsi des définitions précises à plusieurs termes, dont, par exemple, l'âge. L'âge, cette notion d'âge, donne lieu à une distinction en démographie entre âge exact et âge en années révolues. Ils définissent aussi l'expression groupe d'âge, qui désigne un ensemble d'âges compris entre certaines limites ou groupes de personnes ayant ces âges. La pyramide des âges, quant à elle, renvoie à un double histogramme donnant une représentation de la population généralement par sexe et âge. La cohorte également est un terme démographique qui désigne un ensemble de personnes ayant vécu un même événement démographique durant une période donnée, généralement une année civile. Et puis autre exemple, la génération, qui désigne en démographie une cohorte particulière formée de l'ensemble des personnes nées durant une période donnée, généralement l'année civile. Mais indépendamment de ces définitions, l'âge pour les démographes est considéré comme à la fois multidimensionnel et relatif. Précisons. L'âge est multidimensionnel pour les démographes parce que, nous disent-ils, l'âge recouvre diverses réalités. En effet, l'âge est avant tout un nombre d'années vécues par chacun depuis sa naissance, mais il est aussi un ensemble d'années vécues dans différentes situations, à l'école, au travail. L'âge exprime aussi des durées écoulées depuis des événements tels que la sortie du système scolaire, ou encore le mariage, ou encore l'entrée en activité professionnelle. L'âge est aussi un nombre d'années qui reste à vivre. La pluralité de l'âge tient aussi au fait qu'il existe, disent les démographes, des âges sociologiques, politiques. Par exemple, la fonction d'épargne dépend de l'âge, comme le taux d'activité ou le taux de participation à la vie politique. L'âge est donc pour les démographes multidimensionnel en ce sens, mais il est aussi relatif puisque, nous disent-ils, la signification de l'âge varie dans le temps d'une part, mais aussi en fonction de la structure par âge de la population d'autre part. Alors précisons ces deux aspects. L'âge est relatif puisqu'il varie dans le temps, et en effet, âge et temps sont d'une certaine manière en compétition dans la structuration des comportements. Le temps modifie les âges, ou du moins transforme leur signification physiologique, psychologique, économique et sociale. Les âges d'entrée et de sortie du système scolaire varient au cours du temps, comme ceux d'entrée et de sortie du marché du travail. La modification de ces âges est un élément très important pour une sociologie de l'âge, nous dit-on. Même l'âge biologique lui-même change avec les progrès de la médecine en particulier, comme le montre par exemple l'évolution dans le temps des probabilités de décéder selon l'âge. Mais l'âge est aussi relatif puisque il change selon la structure par âge de la population. Et en effet, l'âge et sa signification sociale dépendent en partie, nous disent les démographes, de la composition par âge de la population. Les individus ne vivent pas de manière isolée, ce qui fait que l'âge des autres importe pour chacun de nous, comme l'a bien montré plusieurs sociologues. Le sentiment subjectif que chacun a de son âge, à un instant donné, change précisément avec l'entourage. Le même élève est un grand à l'école primaire et un nouveau au collège 3 mois plus tard. Le même âge chronologique n'a donc pas la même signification dans les populations dont la répartition par âge diffère. En histoire, les notions d'âge et de génération sont également utilisées. Pour le développer, on s'appuie sur un ouvrage connu, celui de Philippe Ariès, publié en 1960 et qui s'appelle « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Retenons deux idées majeures de cet ouvrage. La première grande idée est que les sociétés du Moyen Âge n'avaient qu'un sentiment très superficiel
de l'enfance, sauf durant ses toutes premières années. Autrement dit, la famille du Moyen Âge n'a pas véritablement de fonction affective. Pour l'expliquer, nous dit Ariès, il faut comprendre le modèle familial de l'époque, qui est un modèle familial dit de famille élargie, c'est-à-dire, en somme, que l'éducation des enfants n'est pas à la réserve, je dirais, du couple qui a procréé ses enfants, mais l'éducation des enfants, elle est partagée avec tous les membres de la communauté. La deuxième idée de l'ouvrage, dont découle la première idée, est celle d'un changement capital qui serait intervenu à partir du XVIIe siècle, sous l'effet d'un courant de moralisation porté par l'Église principalement, et qui donnerait lieu au passage d'un modèle de famille à un autre, c'est-à-dire d'un modèle de famille élargi, ou plus précisément d'un modèle de famille ouvert sur la société des adultes, nous dit Ariès, à un autre modèle de famille, dit nucléaire, que l'on connaît bien, modèle de famille nucléaire fermée, où l'enfant devient précisément l'objet de toutes les attentions. L'agent de la transformation de ce modèle familial est, nous dit Ariès, l'idée de réussite sociale qui désormais s'incarne dans le processus d'éducation. Cette révolution s'accompagne au sein de la famille d'un surinvestissement affectif à l'égard des enfants. Aussi, les enfants, retirés de la société des adultes désormais, alors qu'ils y pénétraient pleinement au Moyen-Âge, via l'apprentissage, désormais sont confinés dans le modèle de la famille nucléaire et dans l'école, ce qui retarde de plus en plus son passage à l'âge adulte. En cristallisant sur l'idée que le sentiment de l'enfance n'avait pas toujours existé sous la forme où nous le connaissons dans nos sociétés contemporaines, il y a eu tout un courant de pensée à la suite, plutôt dirigé contre les institutions et en particulier contre l'école, qui a puisé dans cet ouvrage d'Ariès les arguments pour montrer qu'une partie des problèmes de la jeunesse du XXe siècle, de son mal-être d'une certaine manière, venait précisément de son confinement, voire de son enfermement, précisément dans ces entités familles nucléaires et dans l'école. Ainsi, pour Ariès, au Moyen Âge, l'apprentissage était le mode d'éducation privilégié, mais qui tend précisément à disparaître. Et c'est donc la scolarisation progressive de l'éducation qui permet de reformer la jeunesse, nous dit Ariès, créant même l'adolescence en tant que classe d'âge par son enfermement précisément à l'intérieur des écoles. Aussi, plutôt que de lancer les enfants dans la société des adultes, on prit l'habitude, écrit Ariès, de les soumettre à une quarantaine. Avant d'entrer dans la vie, on les plaça dans un monde à part, qui est l'école. Et à partir de là, va s'opérer une sorte de rapprochement entre cet ouvrage de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale, et les réflexions de Michel Foucault autour de l'idée de modernité qui serait précisément l'époque d'une mise à part, d'une mise en quarantaine des enfants. Qu'en est-il enfin des notions d'âge et de génération en anthropologie et en ethnologie? Alors à ce propos, on peut dire que les recherches ethnologiques ont eu une importance majeure dans l'étude des âges pour au moins deux raisons. Premièrement, ces travaux ont mis en évidence l'extrême diversité des définitions sociales de l'âge et de ses périodisations. Deuxièmement, ces travaux ont fourni des outils conceptuels qui ont servi de base au développement ultérieur de ces questions dans d'autres domaines. L'ethnologie apporte une clarification des notions d'âge et de génération, fondée sur l'observation de systèmes sociaux bien définis dans lesquels âge et génération font l'objet de traitements sociaux qui les codifient en termes précis. Les sociétés africaines organisées en systèmes de classes ou de classes générationnelles en sont des exemples assez typiques. L'ethnologie rappelle ainsi que l'élaboration des rapports hommes-femmes, parents-enfants, aînés-cadets sont à la base de tout système social, ou plus justement sont à la base de tout système de parenté, et c'est du reste ce que rappelle Françoise Héritier dans un ouvrage assez connu, publié en 1981, qui s'appelle «
l'exercice de la parenté. Ces classements permettent par exemple de définir la position d'âge. Dans tout système de parenté, en effet, la position d'âge indique le rapport entre aîné et cadet, alors que dans le système de parenté, la position dans l'ordre des générations indique le rapport de filiation. La fonction sociale de la position d'âge comme la fonction sociale de la position dans l'ordre des générations est, selon les ethnologues, d'ordre classificatoire et se rapporte à l'organisation sociale, comme nous ne cessons de le dire depuis le début de ce cours. Alfred Radcliffe Brown, qui est un anthropologue anglais, 1881-1955, propose de distinguer deux termes, la classe d'âge et l'échelon d'âge. Et cette distinction sera le fondement de tout système conceptuel élaboré en ethnologie et ensuite repris en sociologie. La classe d'âge représente un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge ou reconnues comme telles. Une fois intégrées dans une classe d'âge, elles y appartiennent toute leur vie. Le terme groupe d'âge est aussi utilisé de façon équivalente à classe d'âge. Deuxième terme, l'échelon d'âge. L'échelon d'âge représente pour Radcliffe Brown une subdivision des périodes de la vie de l'enfance à la vieillesse. Les échelons sont clairement démarqués entre eux et les transitions entre ces échelons peuvent donner lieu à des rites de passage. Par exemple, de l'enfance à l'âge adulte, une période de transition, de passage s'opère qui va porter un nom qui sera celui de rite. Par exemple, dans le cas des sociétés d'Afrique de l'Est, certaines de ces sociétés, on trouve le principe des échelons d'âge qui hiérarchisent les catégories de la petite enfance à la vieillesse. Et en effet, puisque dans ces sociétés il n'existe pas de calendrier et pas d'état civil, eh bien l'âge trouve à se définir au moins de deux manières. Soit par l'ordre des naissances, tel individu, né avant tel autre, est plus âgé qu'eux. On est alors en présence du rapport aîné-cadet. Soit par un autre principe qui est un principe dont l'apparente banalité a masqué la profonde originalité. C'est les degrés ou les échelons d'âge. Un degré ou un échelon d'âge est un âge de la vie socialement marqué, bien souvent par un rite de passage, mais ce n'est pas toujours le cas. Une échelle des échelons d'âge est l'ensemble des étapes nécessairement franchies par tout individu de sa naissance à sa mort. Toutes les sociétés connaissent des catégories d'âge. Seule une partie d'entre elles met en œuvre leur échelonnement. Et ces deux façons de marquer l'âge sont utilisées simultanément en Afrique de l'Est, mais une différence qui a échappé à nombre d'analystes doit être soulignée, c'est que, qu'on soit aîné ou cadet, on est appelé à parcourir les mêmes échelons, à suivre d'une certaine manière le même cursus du début jusqu'à la fin. L'ethnologie et l'anthropologie s'intéressent aussi à ces rites de passage d'un âge à un autre, d'une classe d'âge à une autre classe d'âge. En effet, la description des systèmes d'âge est très complexe en raison des nombreuses variations d'une société à une autre. Les caractéristiques qui définissent ces systèmes n'étant pas généralisées. L'entrée dans une classe d'âge donne lieu précisément à des rites qui sont nommés des rites de passage, le plus important étant le rite d'initiation qui introduit le jeune dans la société des adultes. Et d'importants travaux ont été consacrés à ces rites de passage qui présentent de nombreuses et complexes significations sociales. Alors sur le sujet, il y a un pionnier qui est toujours cité, c'est l'ethnologue allemand-français qui s'appelle Arnold van Gennep, 1873-1957. Et effectivement, Arnold van Gennep publie en 1909 un ouvrage qui fera date, intitulé précisément Les rites de passage. Et dans cet ouvrage, il propose de dégager un modèle par séquence auquel obéissent les cérémonies rituelles faisant de ces passages de véritables trajets spatio-temporels avec des phases successives d'éloignement, c'est-à-dire on isole, on met à l'écart le sujet,
de passage proprement dit, qui symbolise précisément la mort symbolique et la réception d'un message initiatique et d'une renaissance. Et enfin, troisième moment, de retour et d'agrégation au nouveau groupe d'appartenance. Ainsi, montre Arnold van Gennep, les rites de passage sont des symboles de mort et de renaissance qui introduisent une discontinuité dans les échelons d'âge. L'identification de l'individu au groupe de pairs, P-A-I-R-S, fait qu'il change d'identité en passant d'un âge à un autre. La tentation a été grande de transposer ces rites de passage observés dans les sociétés dites tribales, avec le changement d'identité qu'occasionnent ces rites de passage. Donc la tentation a été grande de transposer cette idée de rite de passage aux sociétés modernes. Mais, pour bon nombre de ces tentatives, elles sont abusives, et cela pour plusieurs raisons. Première raison au moins, c'est que les transitions dans les sociétés modernes, elles sont graduelles, variables et différenciées, nous disent les sociologues. Deuxième raison, les transitions qui s'observent dans les sociétés modernes sont individualisées et marquent la continuité de l'expérience autant que ses ruptures. Or, le rituel de passage renforce l'identification collective et met l'accent sur la coupure entre les âges. Donc, pour finir, on dira que les échelons d'âge ne coïncident pas avec un âge physiologique précis qui par ailleurs reste mal connu, surtout dans les sociétés tribales d'Afrique de l'Est. Dans les sociétés où domine la tradition orale, en effet, il n'existe pas d'état civil, comme on l'a dit tout à l'heure, qui enregistre les naissances. Ainsi, le recrutement dans une classe d'âge est moins basé sur une évaluation de l'âge que sur une classification de l'individu en fonction de critères de parenté et d'organisation sociale.